excusez un peu ma voix, je suis un peu cassé. Donc ce soir, je vais vous parler de Humber. Humber, déjà, bon, Charles Duval, je suis développeur à Concerto. On recrute sur Rennes. Voilà, un petit message pour me joindre. Donc Humber, donc c'est né d'un fork de Sproutcore qui était un framework JavaScript, mais pour coder vraiment des applications plus que clients. Et donc Humber, ils sont partis pour vraiment faire des applis web. Donc au début, ça s'est appelé Humber avec un A, puis après ils sont partis pour Humber avec un E. Voilà. Donc l'équipe à l'origine de Humber, ils sont beaucoup issus de l'expérience Rails, Ruby on Rails, et ils travaillent également, c'est dans diverses sociétés. Donc Humber, contrairement à Angular ou React, c'est pas le produit d'une société, c'est plutôt d'un groupe de personnes. Voilà. Et pour ce projet-là, une forte attention a été portée à la production pour les gens qui sont... Oui, voilà, pour les projets qui sont dédiés à la mise en production. Donc il y a une gestion des releases, une gestion des fonctions des deprecated et des correctifs pour vraiment les mises en production qui est gérée sérieusement. Donc avec Humber, normalement c'est bon, on peut mettre en place des projets à large échelle. C'est déjà le cas, il y a des sociétés comme Apple qui l'utilisent pour des projets gros volume. Voilà. Et sinon, l'ensemble des développements, des outils, des spécifications, tout est présent sur GitHub. Donc voilà, c'est un framework JavaScript, MVC. Donc il y a une forte gestion de la persistance côté client avec Humber Data. C'est-à-dire que dans ce framework-là, le codage des requêtes Ajax pour l'envoi des requêtes REST au serveur, il n'y a pas à y toucher. C'est directement fait par le plugin. L'idée, c'est quand le modèle de données est reporté vraiment côté client. Et donc, quand on demande de voir la liste, par exemple, par exemple, pour un site de terrain tennis, la liste de terrain tennis, on demande la liste des terrains tennis, et c'est retourné par le plugin qui, lui, se charge derrière de faire la requête Ajax avec le get. Et pareil pour le post, pour le put, pour le delete. Donc Humber, c'est à la fois le framework, mais c'est également aussi des outils de développement avec le Humber CLI et sa version pour Windows, Humber CLI Windows. Donc ça procure vraiment des outils pour faciliter la création d'une application et également la mise en place de ces composants, donc les contrôleurs, les routes, les templates, les vues, avec cet outil-là, on les crée rapidement et facilement. Il y a également des gestions des plugins, des add-ons qui est assez puissant chez Humber. Donc avec des plugins qui ont été développés pour gérer la gestion des identités, la gestion, soit on utilise du LESS ou du SAS pour faire le CSS et tout ça, et puis Moment pour la gestion des temps. Donc ça, c'est mis en place sous forme de plugins. Et dès qu'on les installe, en fait, on peut gérer facilement son utilisation sur Humber. Voilà. Et sinon, il y a des outils, un outil de debug qui a été fait sous forme de plugin pour Firefox et pour Humber, donc Humber Inspector. Donc ça s'installe sur le navigateur pour faire le debug. Mais donc c'est là où on pourrait imaginer un plugin Vorlon pour Humber Inspector. Et là, du coup, le Humber Inspector est visible sur Vorlon côté debug. Et puis sur le client, il n'y a rien. Donc ça pourrait être sympa. Donc oui, voilà. C'est sur Humber, donc il y a vraiment 4 channels de développement, 4 branches qui sont gérées. Et c'est vraiment fait de manière très structurée et très pro, là, pour le coup. Même si l'équipe, il y a des développeurs passionnés, pour ça, ils gèrent ça bien. Donc il y a la Canary. Donc là, comme on voit, faut faire attention quand on anime les toits, ça coupe. Il y a la version bêta où là, ça commence à être propre
Et pour quelqu'un qui l'utilise, il y a quelques bugs, mais c'est pas bien méchant pour des tests de développement. Il y a la version release, celle-là, tout est figé, tous les développements sont bons, et toutes les fonctionnalités qui sont dans la release seront présentes dans la LTS. Donc actuellement, la version 2.6, typiquement c'est la release. Et il y a la LTS, donc là qui est mise à jour une fois, 2 fois par an, où il y a tous les gestions quand même de sécurité sont présentes, et là c'est la 2.4.5 actuellement, 2.4.6. Donc celle-là elle est en LTS, Long Time Service. Et typiquement pour les deprecated, quand il y a une LTS et puis qu'il y a des fonctions qui sont amenées à disparaître au fur et à mesure, elles sont bien notées deprecated dans la LTS et dans la release, et en fait sur le navigateur ça apparaît, c'est dans les logs, et donc on peut tout de suite corriger dans la version de production le code pour que tous les deprecated s'en vont, et le jour où il n'y a plus de deprecated, on peut installer la version suivante les yeux fermés. L'idée c'est que quand on passe à la version supérieure, le code est plus petit. Ils ont juste enlevé tous les deprecated, et après sur cette version là ils vont monter les fonctionnalités. Donc c'est là par rapport à ceux qui ont toujours la montée de version Angular 1 vers 2, ça peut faire rêver un peu. Voilà, c'est tout. Donc pour l'installation, donc pareil que Volon, donc quand on a sur un terminal un npm install, donc il faut power toujours, même s'ils essayent au fur et à mesure de réduire au maximum l'utilisation de power, l'idée c'est à terme de s'en passer, mais il y en a toujours besoin. Et après c'est npm install-g, en global, un bloc lit, pour avoir accès dans le pass. Voilà. Donc, après la création d'une nouvelle application, vous inquiétez pas, il y aura une démo à la fin pour voir en fonction du temps qui reste. Et donc, pour créer une nouvelle application, donc c'est new et puis le nom de l'application. Et ça crée l'ensemble d'une arborescence du projet, ça met tout en place. Donc, avec l'ensemble des dépendances NPM sont installées, l'ensemble des dépendances Power, tout est installé. Il y a également un git init qui est fait avec le git ignore qui est préparé. Donc du coup, une fois que ça se fait, le projet, on peut faire un git push sur le serveur et le first commit, et ça, c'est parti. Et il y a également les scripts de build. Donc là, on utilise Broccoli. C'est plus Gulp, c'est plus Grump. On se bagarre plus, on utilise Broccoli. C'est meilleur. Donc, qui sont présents avec deux environnements pour le build, donc le développement et la production. Il y a également en natif toute la gestion du live reloading qui est prêt pour les fichiers CSS, les JS, les HBS, donc c'est les humble bar. C'est typiquement c'est le HTML avec les moustaches dedans. Donc là, en fait, dès qu'on le modifie, on sauvegarde le fichier sur le navigateur, c'est rechargé automatiquement. Et si on a, par exemple, on développe et puis qu'on a un navigateur, une tablette, un téléphone pour le site, c'est rechargé sur tous. Donc pendant notre développement, on est là, on essaye, on fait CTRL-S, on sauvegarde, tac, ça met à jour sur tous. Donc c'est assez facile quoi, de ce côté-là. Il y a également une gestion naturelle de l'ECMAScript 6 qui est présent. Il y a le plugin Babel, bon, c'est encore en 5.1. C'est pas encore la dernière, désolé Grégory, mais du coup, toute la gestion de Ampere également, ça utilise les modules. Donc c'est sous forme de import, il n'y a plus des require dedans. Voilà, et le code spécifique à Ampere, il est présent seulement sur les contrôleurs et sur les routes, donc sur les fichiers JS. Côté HTML et CSS, Ampere utilise, pour le HTML, c'est Moustache. Donc ça, c'est un logiciel qui est commun entre plusieurs outils. Et côté CSS, il n'y a rien. Là, c'est du CSS pur, ou du LESS, ou du SAS. Il n'y a pas de souci. Donc l'arborescence du projet Ampere, donc c'est là, donc ça, c'est un projet RenJS qui a été mis en place.
Donc on voit le Git en fichier caché. Donc là, c'est le répertoire qui contient l'ensemble des données de l'application, donc avec les composants web qui peuvent être développés, l'ensemble des contrôleurs. Les helpers, ça c'est pour mettre du code en commun qui pourrait être appelé dans différents endroits, dans différents contrôleurs. Les modèles, donc ça c'est les modèles de données qui sont présents côté client. Donc là, côté backend, en fait l'idée c'est vraiment de faire le même modèle côté backend et côté front. Comme ça, les modèles ils se retrouvent, les requêtes REST sont parallèles et sont cachées pour le développeur. Les routes, donc ça c'est les routes handlebar avec le côté dynamique, avec les 2 points ID, 2 points. Si certains ont travaillé peut-être dessus. Et puis dans la démo, on montrera. Et puis donc les templates, donc c'est là où il y a les pages HBS, donc c'est le HTML en fait qui sont présents. Il y a le HBS, donc ça c'est l'application NPM qui est lancée. Donc derrière c'est un npm start app.js qui est lancé. Le résolveur et puis donc là le routeur c'est la racine de l'application. Et sinon donc à la racine de l'application JS on retrouve également tout ce qui est la config directement de l'application. Donc le répertoire dist, c'est là où le build est mis en place. Le node module, donc c'est celui, les packages JS, c'est notre module qui est mis là. Le public, c'est tous les fichiers statiques qui sont également embarqués dans le site web. Donc ils sont à mettre là. Et là, c'est une copie brute qui est faite pour la mise en prod. Et également, il y a le répertoire des tests qui est fait, qui est également en natif. C'est-à-dire qu'avec Amber, quand on crée un contrôleur, quand on crée un template, quand on crée une route, on crée également son pendant côté test. Donc toute l'arborescence du test est prête et faite. Donc on n'a plus beaucoup d'excuses pour ne pas faire les tests. Malgré tout, je ne sais pas s'il y en a qui en font beaucoup. Ça, j'en fais beaucoup. Voilà. Ça. Et puis ici, là c'est le Ampercli build. Donc c'est le script Broccoli qui lance le build Amper de l'application. Donc après, c'est ça, c'est pour créer les applications de base d'une application Amper. Donc il y a des générateurs qui sont codés côté Ampercli qui sont présents. Donc on peut créer un modèle de données. Donc Amper generate model sardine. Ça va tout de suite créer le fichier sardine au bon endroit dans l'application et elle est prête. Après, on peut créer également un contrôleur, comme Amper General Controller. Donc là, typiquement pour la sardine, on peut créer également le contrôleur sardine. Et comme ils ont le même nom de fichier, c'est là où Amper il est très carré sur les noms de fichiers, sur la norme. Ça, il faut apprendre ce côté-là, mais après, c'est super facile. C'est que le contrôleur, il va tout de suite retrouver son modèle associé. Et pareil pour Amper Generate Route, là j'ai mis bateau, mais l'idée c'est que si on fait Amper Generate Route sardine, il y aura le template, donc il est créé automatiquement quand on crée la route, il y aura le template, le contrôleur et le modèle, tout était prêt et relié nativement. Donc sinon après, c'est côté graphique, Amper, il n'a aucun a priori sur le look graphique de l'application que vous allez rendre au final. C'est que lui, il est juste là, on lui donne du HTML avec des moustaches, et puis le CSS, on lui donne ce qu'on veut, ou également du less et du sas, en ajoutant les plugins pour que le build soit fait. Donc on peut utiliser du Bootstrap, du Bootspatch. Donc ça c'est un projet... une variante de Bootstrap où il y a également des thèmes open source Bootstrap. Donc c'est assez pratique, c'est quand on veut faire un site rapidement et puis qui ne ressemble pas à tous, ben on utilise un Bootspatch, on change le nom du thème et puis on a un site qui est différent et puis ça y est, c'est gagné. Il y a également Pure CSS qu'on peut utiliser, Materialize. Donc Pure CSS, là où c'est pas mal, c'est que du coup on enlève tout le JS côté client et ça charge rapidement. Voilà. Donc voilà, le build,
Donc c'est assuré, c'est par Broccoli. Donc l'avantage, donc, c'est la compilation, elle est rapide, elle est fiable et elle est en continu sur l'application. C'est-à-dire que on peut travailler sur Atom, sur Sublime par exemple, en ayant lancé Ember Serve en parallèle pour que les serveurs y tournent en local. Et quand on modifie un fichier, on CTRL-S, il vient se recharger, la page se recharge. Et on modifie un contrôleur, on modifie une page HTTPS, on modifie un modèle. Au fur et à mesure, le site il est tout le temps rechargé en live. Et donc il y a une présentation, mais en anglais, qui est présent sur le site. Et par défaut, donc le build il est fait en environnement de développement. Donc il n'y a aucune transformation qui est faite sur les fichiers. Ça assure donc le live loading, les templates, tout ça, tout est géré, tout est visible tel que c'est codé sur le site. Mais là où c'est intéressant, c'est quand le build il est effectué en environnement de production, là, toutes les optimisations beaucoup sont faites naturellement. Et là, c'est là que c'est magique. Quand ça passe en production, en général, la prod est contente, c'est qu'il y a la magnification des JavaScript et des CSS, donc ça, c'est assez standard qui est fait. Tout de suite, la concaténation pour qu'il n'y ait qu'un seul vendeur.js qui est fait. Mais il y a également dans le tatouage, c'est renommage des fichiers, typiquement. Pour chaque JS, chaque CSS qui est mis, il y a le nom du fichier underscore, par exemple, un MD5 du fichier qui est ajouté .js sur tous les fichiers. Donc du coup, quand il y a une gestion d'un cache derrière qui est fait avec Nginx, on peut mettre la durée du cache au maximum en production, parce que dès qu'on va redéployer une nouvelle version, tous les noms de fichiers vont rechanger. Donc du coup, là, ça ira. Il va recharger juste ce qu'il faut. Et également, c'est pour les fichiers, donc les scripts pour les CSS et les JS. Il y a également la tag integrity qui est rajoutée sur la page et qui permet de valider côté client que le JS qu'on a reçu, c'est bien celui d'origine, qu'il n'y a pas une modification de temps. Donc voilà, donc c'est là le parfum. C'est pour le gestionnaire de cache, là on peut mettre un gestionnaire de cache en frontal, vraiment super pratique. Et puis la production, elle n'a pas peur quand on dit on va redéployer, elle ne tremble pas, quoi. Donc ensuite il y a, comme je vous ai expliqué, il y a des plugins qui sont présents côté Ember. Il y en a un qui commence vraiment à se mettre en place depuis un mois ou deux et qui tourne bien, c'est Ember Cliff Fastboot. Et l'idée là, c'est que au lieu d'avoir une page web, une page dynamique côté serveur qui se charge, et donc du coup les moteurs de recherche ne l'affichent pas, n'y voient rien, et puis c'est une page blanche, et bien à la place, en fait, le HTML est généré côté serveur, et c'est du HTML qui est renvoyé sur le client, et qui est adapté pour le type de client sur lequel il va. Si c'est pour une tablette, si c'est pour un téléphone, si c'est pour un grand écran. Voilà. Donc c'est l'utilisation. Et puis c'est également, oui, c'est l'utilisation dégradée, mais pour tous les browsers qui ne supportent pas le JavaScript. Là, typiquement, on peut faire une application Ember et puis l'utiliser sur Lynx. C'est plus intéressant que Cookie, en fait. C'est plus intéressant, mais par contre, là, le problème, c'est que les contrôleurs ne pourront pas être utilisés s'il n'y a pas de JavaScript. C'est qu'on verra les pages statiques. Donc Google pourra bien référencer le site. Par contre, Google n'a pas vocation à interagir avec. Mais un client qui a vocation à interagir ne pourra pas. Donc sous Lynx, on verra où curl c'est utilisé pour télécharger la page web, mais on ne peut plus interagir avec les formulaires s'il n'y a pas de JavaScript. Donc ça, et puis il y a également un autre plugin qui est assez sympa, c'est le Ember Simple Auth. Là, c'est pour toute la gestion des authentifications, la gestion des utilisateurs sur un site web. En général, ça, quand on dit qu'il y a besoin de ça tout de suite, ça fait réfléchir. Et là, c'est sous forme d'un plugin, donc on l'installe. Et ça, c'est pas automatique, comme, faut pas exagérer. Mais il y a toute la gestion du client qui est gérée. Et à la fois, c'est sur multi-table. C'est-à-dire que
comme Google, on voit quand on est connecté sur un onglet Google, on ouvre un deuxième onglet, on est tout de suite connecté. Et quand on se déconnecte sur un des onglets, ça va déconnecter l'ensemble des onglets en parallèle, mais instantanément. Il n'y aura pas besoin de recharger la page. Donc quand il y a des données confidentielles et qu'on se déconnecte, on sait qu'on est déconnecté sur toute l'application, sans problème. Et la session, elle est détruite. Donc, du coup. Et donc du coup, oui, ça permet d'autoriser les requêtes vers le backend. C'est personnalifiable. Et puis l'authentification, donc Ampere Simple Auth a des plugins en lui-même. Et on peut l'utiliser pour s'authentifier avec des utilisateurs qui sont à la fois enregistrés sur le site web ou sur des fournisseurs de données. Donc il y a pour Google, pour GitHub, pour Facebook, il y a des plugins. Donc on rajoute sur le site web, il y a l'icône Facebook, on se connecte et puis c'est prêt. Et l'utilisateur, du coup, il est enregistré dans le modèle sous le nom des utilisateurs. Donc on peut avoir son nom, son prénom, toutes les données qu'on récupère d'un serveur OpenID Connect. On peut récupérer ces informations, les mettre sur le modèle, sur l'utilisateur, dans l'application. Et l'authentification en elle-même est faite par Facebook. Donc là, j'ai mis vraiment les deux sites à retenir pour Ampere. Il y a amperejs.com et amperecli.com. Donc oui, c'est des sites web commerciaux, mais il ne faut pas en avoir peur. Voilà. Et puis, donc, si j'y arrive, une petite démo. C'est bon? Ah, oui, voilà. Et donc, comme vous voyez dans la version 2.6, il commence déjà à y avoir des deprecated. Là, il faudra bien faire attention, c'est que quand ça passera en LTS, là, typiquement, il y a déjà des bibliothèques qu'il faudra modifier. Donc, model.tons, typiquement, ça y est, c'est parti, ça commence le dev. Donc ça, oui, c'est là pour la version. Voilà, 2.6. Donc il y a déjà, oui, il y a plein de deprecated. Donc là, j'ai créé déjà une première version. J'ai juste... pardon, c'est pas facile avec le micro. Donc j'ai créé une première version à cet endroit-là. Donc il y a l'application, il y a le power, il y a le dist qui est présent avec le build. Donc si on crée... Et là, je peux le lancer normalement. Donc je serve. Et donc ça lance le serveur en local. Donc on investit dans un micro-cravate. Et là, quand on... Un effort, oui. Pour... petit effort, tu fais. Ah oui, d'accord. Je mets mon navigateur sur l'écran 2. Là, maintenant, normalement, ça doit être lancé. La souris agit pas. Je sais pas, l'écran, je suis placé sur le câble. Voilà. Congratulations, you made it. Ça, c'est magique. Ça veut dire que mon application, elle tourne. Donc maintenant, je peux lancer mon application dans un add-on. Là, c'est Atom. Donc c'est un éditeur, un équivalent de Sublime, qui est lancé évidemment sur cet écran-là. Qu'est-ce que c'est bête. La souris elle est sur l'écran. Voilà. Là. Et j'ai tous mes petits. Donc, il manque quand même le terminal. C'est que l'idée, c'est que là, en fait, j'ai mon application. Donc maintenant, on peut faire un Humber généré. Typiquement, on va lancer un template. Et là,
Le template racine, c'est le template application. C'est... Oui, que je dis. Là, il est créé. Maintenant, temps... On le retrouve dans l'app, template. Donc là, c'est avec Git, on voit toutes les modifs qui sont faites en direct. Ce fichier, il est nouveau. Donc, on va venir rajouter quelque chose. Par exemple, welcome. Il a mis le petit neige. Voilà. Et là, voilà, ça a été modifié en fait du côté des prêteurs, en direct. Et là, quand on commence à rajouter des moustaches, type, on va rajouter par exemple une couleur. Voilà. Non, attends. Le fond. Et là, on va changer le style. Style. Voilà. Du coup, voilà, on se retrouve avec un input du HTML. Donc, tout est présent côté navigateur. Donc là, maintenant, on peut changer sa couleur. On va mettre une couleur. Ah, du bleu, voilà. Et sélectionner. Et là, tout de suite, en fait, c'est en parallèle. Donc ça fait le input. Après, il y avait des démos pour le modèle, mais là, je crois qu'avec le temps, on va laisser un peu. Puis avec la voix aussi. C'est dur. Voilà. Oui, d'accord. Donc, si vous avez des questions. Oui, monsieur, devant. Oui, est-ce qu'on peut réutiliser le code avec un serveur en code compilé? On pourrait utiliser le code avec un serveur en code compilé. Ah, c'est du JS. Non, là, il faut utiliser un Express. Express, ça veut dire Un serveur Node sous Node. Et il n'y a pas le choix. Mais on peut pas utiliser le code compilé avec ça? Non. Ah, c'est pas intéressant. Ah bah, faut pas venir à Redjs alors. Désolé. Ok, puis promis, j'essaierai dans quelques mois, si on m'autorise à refaire une présentation, déjà, je commencerai à être professionnel, comme mon prédécesseur, parce que c'est ma première fois, je suis pas à l'aise. Je suis geek.